Je ne sais pas si vous m'entendez. Je propose que l'on commence juste à l'heure, 19h15. Donc, nous sommes ensemble jusqu'au plus tard 21h, peut-être un peu avant 20h45, donc 1h30. Donc, bienvenue à une nouvelle conférence des Sciences Po de la mer. Donc, Po de la mer qui est un club, il y a, j'imagine, des Sciences Po dans la salle, qui est un club qui a plus de 800 adhérents, qui a été monté en 2006 et qui donc est constitué de passionnés du monde maritime, bien sûr. On a des anciens marins de réserve, on a un marine marchand, on a des professionnels du secteur maritime, enfin, ça vient un peu de partout. Et donc, on essaie d'organiser en local, en tout cas, au moins 1 à 2 événements par an. Et on est en fait, on fait partie d'une confédération de réseaux mer et marine qui s'appelle le club Submer, dans lequel nous sommes partie active. Et donc, on a d'ailleurs on a participé à sa fondation. Ça réunit environ une petite vingtaine de réseaux mer et marine, donc grandes écoles, commerce, universités, ingénieurs. Ça aussi, c'est un cercle d'influence. Alors, donc, on propose, on relaie aussi beaucoup d'événements du Centre d'études supérieures de la marine, avec qui nous sommes proches, puisqu'en fait, au sein de notre bureau, on a pas mal de réservistes citoyens. On a un bureau sans le sel, j'en suis très fier, parce qu'on est à la fondation, on a le secrétaire général, le directeur général délégué de Louis Dreyfus Armateur, Antoine Persson qui est avec nous. On a un Kersozon, on a comment vous dire, moi, celui qui avait l'émission La Pérouse. On a un Pérouse, on a un Kersozon, enfin voilà. Donc on a des gens qui sentent le sel, c'est assez sympathique. Et on a aussi des jeunes qui nous ont rejoints. On a une jeune Charlotte qui a juste traversé l'Atlantique sur un petit bateau de 6,50 m, la Mini Transat. On a Julia qui est avec nous, qui est experte climat, énergie, électrique, qui est aussi de réserve. Enfin, voilà, donc on a un bureau sympathique qui est dynamique et donc on essaie d'organiser des événements. Ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir donc l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur des océans, que je vais vous présenter très rapidement, qui est donc va nous parler d'un sujet qui est enregistré, qu'on pourra voir en replay sur notre rubrique des Sciences Po de la mer, donc sur le site des alumni. Donc le titre ce soir que l'on vous propose, c'est quelle gouvernance pour la haute mer? Quelle gouvernance pour la haute mer? Alors c'est un sujet que je trouve passionnant et qui en même temps est vital pour l'avenir de notre planète. Donc, les questions que l'on va évoquer avec monsieur l'ambassadeur, c'est évidemment quelles seront les activités économiques concernées par cette gouvernance, quelle gouvernance internationale est attendue, bien sûr, quelle protection peut-on espérer pour la biodiversité, quelles extensions des aires marines protégées, quels défis finalement pour la protection des océans. Ça, c'est les grands thèmes qu'on va évoquer avec M. l'ambassadeur. Et vous pourrez évidemment poser toutes vos questions-réponses,
suite à son exposé. Alors, en quelques mots, je vous présente donc Serge Segura. Alors, Serge Segura est rentré au ministère des Affaires étrangères en 1980. Il a alterné beaucoup de postes dans les pays Angola, Espagne, Albanie, Slovénie, Madagascar, Suède, Mozambique. Il a été également à la direction des affaires juridiques du ministère, au sein de la sous-direction du droit de la mer. Donc là, ça y est, ça commençait sa passion pour la mer, des pôles et des fleuves. Il a été le premier ambassadeur chargé des océans. C'est une fonction qui a été créée en 2015 et dont il fut pendant 6 ans le premier occupant. Donc, il est passionné évidemment par le thème maritime. Il a été, par exemple, chef de la délégation française lors de la négociation de la Convention UNESCO sur la protection du patrimoine archéologique subaquatique. Voilà, donc ça, c'est quand même des sujets très, très spécialisés, mais très importants. Il a conduit par ailleurs la délégation française. Ça, c'est probablement sa mission qui nous semble la plus passionnante pour ce soir. Donc de 2007 à 2012 et de 2015 à 2021. Donc c'est monsieur l'ambassadeur a piloté pour la France les négociations du fameux traité BBNJ, hein, donc qui est un traité qui va compléter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portera sur la protection et l'utilisation durable de la biodiversité en haute mer. Donc c'est le processus BBNJ. Il a également présidé avec succès la conférence diplomatique qui a regroupé 52 États et donc qui a abouti à la création d'une nouvelle organisation internationale maritime chargée entre autres de la signalisation maritime. On dira peut-être un mot. Voilà. Et enfin, je peux aussi vous indiquer qu'il a piloté la délégation française aux travaux de l'ODD, donc l'objectif de développement durable. Monsieur l'ambassadeur a été élu à l'Académie de Marine. J'espère qu'il y a des académiciens dans la salle. On les a, en tout cas, il était tout à fait convié. Et les membres de cette institution au titre de la section droit et économie. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, on est ravis de vous avoir. On aurait aimé être un peu plus nombreux. On a pourtant poussé, mais c'est quand même, on est là ce soir. Et ceux qui sont là sont sûrement très passionnés par le sujet et ils vous poseront toutes les questions qu'ils veulent. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour cet intérêt pour la mer. Je ne savais pas, moi, quand j'étais à Sciences Po, je ne pense pas que ça existait déjà, cet intérêt pour l'océan. Et félicitations pour mener cette réflexion dans cette institution importante sur l'océan, sur les mers et les océans. Juste un mot déjà, mers et océans, l'océan, quelle est la bonne terminologie? Ça dépend avec qui vous parlez, ça dépend à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez aux diplomates, ils ont tendance à parler de mers et océans, parce que pour les diplomates, le plus souvent, les questions maritimes sont reliées à des questions terrestres. De conflits, de différends, de difficultés. Heureusement, depuis un certain nombre d'années, et la création d'un poste au sein du Quai d'Orsay d'ambassadeur chargé des océans. Merci. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. La création en 2015 d'un poste d'ambassadeur chargé des océans est un signal de l'évolution de la diplomatie française, un signal parmi d'autres, montre qu'aujourd'hui, il y a un plus grand intérêt de la part de mon ancienne maison sur les questions environnementales et protection de la biodiversité. Puisque les océans aujourd'hui, ou l'océan, ça n'est pas simplement un endroit où se règlent d'une certaine manière les problèmes qui sont nés le plus souvent sur la Terre, mais c'est en soi un enjeu de la relation internationale au sens large. Et les scientifiques nous ont montré maintenant de manière très précise, très claire,
quelles sont les influences que l'océan a sur l'évolution du climat de notre planète. Et il est clair aujourd'hui qu'on est amené, quand on traite de diplomatie, pour un État comme la France, qui reste un État très présent dans la diplomatie mondiale, on est amené à traiter très régulièrement des questions relatives à l'environnement marin et à la protection de sa biodiversité. Alors, je suis d'abord, je suis impressionné parce que ça fait 40 ans que j'ai quitté cette auguste maison. Et donc, y revenir aujourd'hui, alors que je viens juste de prendre ma retraite, est une espèce de retour aux sources, que j'espère pas définitif au final, mais ça fait drôle, ça me fait drôle, si vous permettez cette expression un peu simple et grivoise. Bon, quand on m'a contacté pour venir vous voir et essayer de vous expliquer certaines choses que j'étais censé connaître, on a axé le sujet sur ce fameux traité BBNJ. Alors BBNJ, je donne tout de suite l'explication, ça veut dire Biodiversity Beyond National Jurisdictions. C'est le mystère presque dévoilé derrière le titre habituel de ce traité. C'est un grand traité, c'est un traité extrêmement compliqué, et c'est un traité qui est susceptible de devenir, dans les années à venir, la base sur laquelle vont reposer de nouvelles constructions qui vont s'ajouter à celles qui existent déjà pour la gouvernance de l'océan. Alors, je vais vous parler de ce traité, j'en suis désolé, ça pourra vous paraître à certains moments très ennuyeux. J'espère rendre cet exposé le moins ennuyeux possible. Au premier bâillement, j'essaierai de changer de ton, de changer de sujet ou de chapitre. Mais bon, la gouvernance, c'est un terme que l'on voit, la gouvernance de l'océan, c'est un terme que l'on voit voguer allègrement dans pas mal d'articles de presse sans qu'il soit jamais vraiment défini. Alors, comment peut-on définir la gouvernance de l'océan? C'est l'ensemble des processus, des procédures, des institutions, des principes qui régissent l'utilisation de l'océan par l'être humain et qui a vocation à organiser le système de cette utilisation, à la fois pour que l'utilisation ne crée pas de différends ni de difficultés entre les États, et également pour que cette utilisation de l'océan ne soit pas la source d'atteinte à l'océan lui-même. Voilà. Et donc, la gouvernance, pour moi, mais alors, en fonction de ce qui vous a été dit sur mon parcours, j'ai été diplomate et j'ai été diplomate plutôt juriste. Mais je ne suis pas un juriste, je reste un diplomate. Ce qui veut dire que les précisions que je vais vous apporter en matière de droit international de la mer ne sont pas universitaires, ne sont pas d'un niveau universitaire, mais elles sont d'un niveau diplomatique. Et un niveau diplomatique en la matière, ça veut dire que le droit, pour nous, le droit international et le droit international de la mer est un outil que l'on utilise pour faire avancer certains principes, pour faire avancer les intérêts de notre nation, les intérêts de l'Union européenne, puisque nous sommes membres de cette organisation. Vous savez, pour ceux qui touchent à l'international, vous savez à quel point le droit international, à la différence du droit national, est un droit susceptible de modification, d'appréciation différente dans son application. Et c'est ce qui fait sa richesse. Sinon, ça ne marcherait pas. Si on avait des traités internationaux aussi rigides que les lois nationales, ça ne marcherait pas. Donc, nous avons des traités qui peuvent, de temps en temps, être interprétés de manière un peu différente, ou qui satisfont une des parties signataires, pas forcément l'autre ou les autres, mais bon, finalement, on fait avec. Et il y a pour les diplomates cette expression qui en soi est merveilleuse, c'est l'ambiguïté constructive.
qui veut dire qu'on peut mettre dans un article d'un traité quelque chose qui va être compris de manière très différente par les uns et par les autres. Mais le fait que chacun ait l'impression d'avoir gagné la partie en trouvant son principe dans le texte d'un article, c'est constructif parce que les deux vont signer le traité. On peut espérer qu'on va pouvoir mettre ça de côté et on va passer à autre chose. Je vous en reparlerai pour la notion de patrimoine commun de l'humanité qui se retrouve dans ce traité, mais avec un petit bout de phrase qui, pour les pays développés dont nous sommes, j'espère, change pas mal de choses. Voilà. Alors, bon, pourquoi est-ce que je centre mon propos sur ce traité? C'est d'abord parce que, on vous a dit, moi j'ai présidé la délégation française pendant 13 ans, je crois, en tout. Ça marque, hein, même sur 40 ans de carrière, 13 ans à négocier ce texte. On n'en sort pas totalement indemne, mais à ma grande joie, ce traité a vu le jour, puisque au début du mois de mars, une 5e session bis. Là aussi, on ne ferme pas les sessions, on les fait se continuer à New York pour ne pas avoir l'impression d'échec. Donc la 5e session bis est terminée, 5e session de négociation, c'est terminé sur un succès, puisqu'un texte a pu être accepté par l'ensemble des parties qui négocient. Les parties qui négocient, ça n'est pas rien, hein, c'est quand même l'ensemble des États des Nations Unies. Difficilement faire mieux dans le monde que nous connaissons. Même la Russie s'est jointe, ne s'est pas dissociée du consensus pour accepter ce texte, alors qu'elle a joué un rôle extrêmement négatif pendant toute la négociation, du début, c'est-à-dire vers 2006, jusqu'à la fin. On verra au moment de l'approbation formelle si ce consensus se maintient, ça m'étonnerait, mais enfin, jamais, on peut rêver. Mais ça n'est pas dramatique si on passe au vote. Il n'y a encore que quelques diplomates qui considéreraient que c'est un échec, c'est absurde, puisque la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que certains d'entre vous connaissent bien, dont les autres ont sans doute entendu parler, est un traité qui n'a pas été adopté par consensus. Il y a eu un vote et il y a eu des États qui s'y sont opposés, et donc des États qui n'ont pas ratifié ce texte pour des raisons X et Y. Alors, la gouvernance de la haute mer, j'avais entendu un ministre de l'Environnement, dont je tairai le nom, il y a quelques années, qui se plaisait sur tous les plateaux de télévision à dire « la haute mer n'a pas de régime juridique ». Ce qui faisait hurler de désespoir toutes les personnes qui connaissent un peu le droit de la mer, mais nous n'avions pas accès au même plateau de télévision, c'est évident. Donc, cette idée, petit à petit, les journalistes aiment bien les idées carrées, simples. Voilà. La haute mer, pas de régime juridique, et en gros, on y fait ce qu'on veut. Alors, c'est une façon de définir la liberté d'action un peu particulière, on y fait ce qu'on veut. Mais la haute mer a un régime juridique qui est inscrit dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, je crois que c'est la partie 7 qui traite de la haute mer. D'abord, la haute mer est définie géographiquement, ce qui est déjà pas mal. Généralement, le plus souvent, c'est à partir de 200 000 nautiques au large des côtes, quand il y a une matière à aller au-delà de 200 000 nautiques. Et c'est une zone qui est organisée sur le principe de la liberté. Donc, il faut se replacer un petit peu dans l'époque de la Convention, elle avec un grand C, c'est-à-dire les années 80. Et par exemple, un pays comme la France, pendant cette négociation, la France avait été très active dans la négociation de la Convention sur le droit de la mer, la France avait mis en avant ses idées d'État navigant. Donc, les idées d'un État navigant, c'était « laissez-moi naviguer ». En gros, je veux être protégé quand je navigue, je veux avoir la possibilité de naviguer à peu près partout, cette haute mer, bien entendu, et donc ne venez pas me mettre des bâtons dans le roues, en quelque sorte, à mes activités, qu'elles soient des défense nationale, qu'elles soient
de coopération internationale, qu'elle soit d'économie. Aujourd'hui, la France a changé, et le Quai d'Orsay, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en même temps, et pas mal de ministères également. La France s'est rendu compte, au travers de catastrophes qui ont touché surtout l'ouest de notre pays, la Bretagne, la Vendée, la France s'est rendue compte qu'elle était aussi un pays côtier, un État côtier, et qu'elle avait besoin, certes, de naviguer, librement, mais elle avait besoin également d'une réglementation internationale, donc une partie de la gouvernance internationale, qui la protège d'accidents que nous avons vus trop souvent sur nos côtes. Alors, cette notion de pollution par hydrocarbures, c'est une notion qu'on retrouve bien dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans sa partie 12, qui est la partie qui nous intéresse le plus ici. C'est une partie qui protège, qui a vocation à protéger l'environnement marin. Et dans cette partie 12, si vous la lisez, si vous avez le courage de la lire, elle est pas mal d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de poésie dans la Convention sur le droit de la mer. Ça crée des images de large, de côte, etc. C'est une très belle convention. En plus, elle est très bien écrite. Si vous lisez la partie 12, vous vous rendrez compte qu'il y a en gros deux types de dispositions. Il y a toute une série de dispositions très précises, très pratiques, qui ont pour but de lutter contre les marées noires. Et vous avez ensuite des dispositions beaucoup moins précises, beaucoup plus larges, qui essaient d'imaginer les types de pollution qui vont pouvoir se produire dans l'avenir et qui indiquent aux États, surtout, n'hésitez pas à négocier pour vous protéger et protéger l'océan de ces pollutions à venir qu'aujourd'hui, moi, dans les années 80, j'ai un peu de mal à imaginer. Voilà. Donc, il est clair qu'on a passé un certain nombre de traités pour préciser ce qui pouvait constituer une lutte efficace contre les pollutions par hydrocarbures, ça c'est certain. On avait donc des principes déjà dans la Convention de Montego-Bay. Et ensuite, à chaque, c'est un peu triste, mais à chaque catastrophe, on en a remis une couche, c'est-à-dire qu'il a fallu une catastrophe à chaque fois pour que la communauté internationale se dise non, ce qu'on a ne suffit pas pour assurer une bonne gouvernance, il faut aller plus loin. Et donc, on a constitué comme ça toute une série de traités, de dispositions. Il y en a également dans le cadre de l'Union européenne, avec les 3 paquets Erika, par exemple. Voilà. Et si l'on est honnête, et il ne fait aucun doute que nous le sommes tous, on doit reconnaître quand même que les marées noires, en Europe au moins, sont moins fréquentes qu'elles ne l'étaient dans les années 80 et au début des années 90. Voilà. Sauf que on est dans un monde qui a changé, les acteurs de la vie internationale ont changé, il n'y a pas que les États, il y a maintenant les ONG, il y a maintenant des entreprises aussi qui ont une activité sur l'océan et qui jouent un rôle non négligeable. Il y a les opinions publiques. Et les opinions publiques sont de plus en plus motivées par ce qu'elles voient à la télévision, dans leurs voyages, par diverses pollutions. Un exemple en France, sur le lieu des marées noires, ce sont des marées vertes que nous avons. Et soyons là aussi honnêtes avec nous-mêmes, ne parvenons pas à régler le problème. Parce que c'est un problème interne, donc moi, je reste sur les questions internationales, pour ne pas trop me mouiller, mais sur les questions internationales, il est clair que l'on a, grâce aux scientifiques, appris beaucoup de choses ces 20 dernières années sur l'océan, à la fois sur sa richesse,
Et quand je dis richesse, je n'envisage pas uniquement la richesse économique, hein, la richesse de ce qu'il recèle comme être vivant et comme comment dire, preuve de notre propre histoire, à nous être humains, et de l'histoire de notre planète. Donc les scientifiques ont fait beaucoup de progrès, hein, et ils en font tous les jours. Ceux qui sont plus âgés, comme moi, se souviennent quand même que quand j'étais à la fac, on nous expliquait que dès qu'il n'y avait plus de lumière sous l'eau, il n'y avait plus de vie possible. C'était faux. C'est faux. Et les scientifiques, qui sont des gens eux aussi honnêtes, ont très vite dit non, c'est faux, il existe une vie, elle est foisonnante et elle a une diversité que nous n'imaginons même pas. Et donc aujourd'hui, on sait que les scientifiques découvrent quasiment tous les jours de nouvelles espèces animales. À côté des progrès scientifiques qui nous font mieux connaître l'océan, sa diversité, mais également sa fragilité, on a les progrès technologiques. C'est allé un peu de pair. Les progrès technologiques ont permis aux scientifiques des progrès sur la connaissance. Mais les progrès technologiques permettent également aujourd'hui à l'homme d'exploiter les ressources de l'océan. On peut dire à peu près partout, même dans la fosse des Mariannes, à moins de 12 mètres, s'il y avait quelque chose de très intéressant, on pourrait l'exploiter. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est une question de coût et pas de capacité technologique. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous vous rendez compte que ce que vous croyez complètement mort est en réalité extrêmement vivant. Et d'un autre côté, vous vous rendez compte que l'homme a les moyens à la fois d'utiliser, mais aussi de rendre encore plus fragile cet immense espace qu'est l'océan. Et je mentionne, parce que c'est un peu la tarte à la crème, le rapport entre l'océan et le changement climatique que l'on a découvert quelques années et qui nous fait bien comprendre aujourd'hui que c'est très bien de défendre l'Amazonie. C'est vraiment quelque chose de très bien. Mais il n'y a pas que les arbres qui donnent de l'oxygène. Le plancton en donne aussi beaucoup. À mon avis, si j'ai une bonne mémoire de ce que j'ai lu, plus que les arbres. Et donc, il faut protéger le plancton. Et le plancton, c'est vivant. C'est pas une ressource minérale des grands fonds. Je suis obsédé par les ressources minérales des grands fonds, dont on dira un mot si ça vous intéresse. Voilà. Donc, partant de ce principe, avec la puissance des ONG aujourd'hui, en particulier de celles qui s'intéressent aux questions environnementales, la classe politique dans les différents pays a été saisie de la nécessité de faire des progrès pour réussir à compléter la Convention de Montego Bay, qui est donc la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, compléter Montego Bay pour s'orienter vers une véritable protection de la biodiversité marine et, si possible, au-delà des zones sous juridiction. C'est biodiversity, c'est le Beyond National Jurisdiction. Pourquoi au-delà des zones sous juridiction? Vous savez que les États sont par nature très susceptibles quand on touche à leurs compétences. Et donc, il n'était pas question d'envisager une quelconque atteinte aux compétences de l'État qui sont prévues dans la Convention de Montego Bay, qui sont une compétence quasi complète pour ce qui touche à la mer territoriale de 12 000 nautiques et une juridiction sur les 188 autres milles, pour aller jusqu'à 200 000 nautiques, qui portent sur l'utilisation des ressources économiques de cette zone, qu'on appelle zone, la ZEE, et auxquelles les États ne veulent pas qu'on touche. Voilà.
D'un autre côté, la Convention de Montego Bay dit également que les États sont responsables de l'état de l'environnement des zones maritimes qui les bordent. Donc, on est censé penser, quand on travaille aux Nations Unies, que les États font bien leur boulot et que pour tout ce qui est sous juridiction, ce n'est pas la peine d'y toucher. Il restait la haute mer. La haute mer, là, il y avait un vide juridique. Et il fallait le remplir. Alors, pour le remplir, vous avez plusieurs méthodes. Je me rends compte que j'avais préparé quelque chose, j'ai complètement dérapé à côté. Permettez, je vais continuer en dérapage, et je pense qu'on va se retrouver au point d'arrivée quand même. Oui, donc, vous avez plusieurs façons quand vous êtes confronté à un vide juridique. Alors, si vous posez la question à un juriste, il va vous dire un traité, un accord international, c'est évident. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est de la rigolade. Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, ça n'a pas de valeur obligatoire. Tout le monde s'assoit dessus. Si vous parlez à un diplomate, il va être plus mesuré et il va vous dire quand même, les Nations unies, c'est quelque chose d'important, c'est la représentation, pas idéale, mais en tout cas, c'est la meilleure que nous ayons de la communauté internationale dans son ensemble. Et donc, on pourrait travailler au sein des Nations unies pour essayer de combler ce vide juridique, soit par un traité, soit par des résolutions, soit par des normes que l'on pourrait demander à certaines organisations internationales dont nous allons reparler de prendre. Alors ça vous paraît très simple comme réponse à apporter à ce genre de problème. Il a fallu à peu près 10 ans de discussion à New York pour que les États qui se sentaient concernés par cela, c'est-à-dire grosso modo une grande partie des États membres des Nations Unies, se décident enfin sur la procédure à suivre, c'est-à-dire un traité international. Traité international, pourquoi un traité international finalement? Parce que au fur et à mesure des discussions, on se rendait compte que ça allait toucher plein de domaines, et qu'il fallait être précis en touchant à ces domaines. On ne pouvait pas se contenter de résolutions ou de déclarations comme les réunions des Nations Unies adorent les faire. Dans les 10 dernières années, si vous prenez toutes les réunions des Nations Unies sur l'océan, vous trouverez toujours une déclaration, les États décident, s'engagent, etc., etc. Vous ne trouvez pas grand-chose de précis. Donc, on s'est décidé pour négocier un traité. Alors, tout le monde n'était pas d'accord sur ça. Alors, il y avait les Russes. Je parle des Russes non pas à cause de l'Ukraine, hein, c'est parce que je vous embête avec ça depuis le début. Donc, les Russes, par principe, ne voulaient pas donner cette possibilité aux Nations Unies de travailler sur un accord aussi multilatéral qu'un accord portant sur la biodiversité de l'océan. En outre, la Fédération de Russie est un grand État pêcheur. Vous écrivez pêcheur comme vous voulez, parce que dans les deux cas, c'est bon. Mais là, moi, je parle avec l'accent circonflexe. C'est un grand État pêcheur et comme tous les États pêcheurs sur Terre, avoir une perspective d'une négociation qui allait porter sur la protection de la biodiversité, c'était alerte au feu, on va parler de la pêche. Et si on parle de la pêche, on va nous embêter, on va nous limiter nos droits, et ça, on en veut. Il y avait un autre État, comme ça, beaucoup plus petit, presque amusant parfois par le blocage psychologique dans lequel il s'est engagé dès le départ, c'est l'Islande. L'Islande a deux recettes importantes, la pêche d'abord, un peu le tourisme, et voilà. Et donc, l'Islande est un grand État pêcheur aussi devant les Nations Unies. Et donc, l'Islande ne voulait pas qu'on touche à ce qu'ils estimaient être une gouvernance internationale des activités de pêche largement suffisante pour protéger la ressource.
Et il faut dire que ce n'est pas idiot. D'abord, les Islandais ne sont pas idiots, ça c'est clair. Et leur argument, si on vivait dans un monde parfait, aurait du sens. C'est-à-dire qu'il existe un grand nombre de ce qu'on appelle les organisations régionales de gestion des pêches qui couvrent à peu près l'ensemble des océans du globe et la plupart des espèces comestibles par l'homme. Et donc, si tout cela fonctionnait bien, on n'aurait pas besoin de créer quelque chose de plus, une réglementation supplémentaire, une organisation supplémentaire. Sauf que l'homme étant l'homme, les États étant les États, l'égoïsme étant une des qualités essentielles de l'être humain, le résultat, c'est que si j'en prends un petit peu plus de ce côté-là et que ça ne se voit pas, je le prends quand même, etc., etc. Et ce qui aboutit à la situation dramatique que connaissent la plupart des stocks de poissons dans les océans du globe aujourd'hui. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle des États comme la France, l'Union européenne, de manière plus large, souhaitaient absolument qu'on passe par un traité. Ça a été un point extrêmement délicat, ce point sur la pêche, dans toutes les discussions qui ont eu lieu avant qu'on décide d'aller vers un traité. On a décidé d'aller à un traité en 2015. Les pays, un paragraphe, un nouveau paragraphe, les pays en développement, qu'on appelle aux Nations Unies le groupe des 77, ils sont, je crois, plus du double, et la Chine, on rajoute et la Chine, parce que mesdames et messieurs chinois aiment bien se rapprocher du groupe des 77 quand ça les arrange. Cette négociation a été une merveille pour cela. Donc, le groupe des 77 avait deux grandes déceptions après la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La première déception, elle n'est pas étonnante, c'est qu'il y a toute une partie dans Montego Bay qui traite de l'aide au développement. Et il faut être honnête, de manière multilatérale, elle n'a jamais été vraiment mise en œuvre. En revanche, de manière bilatérale, elle a été mise en œuvre par un certain nombre de pays. Je ne veux pas faire cocorico, je vous assure, parce qu'on aurait pu mieux faire, mais la France a été un des États qui a organisé dans certaines zones du monde, en particulier en Afrique, des coopérations bilatérales avec certains États pour développer les connaissances scientifiques, pour développer les liens entre universités, pour développer la recherche essentiellement. Bon, mais globalement, ce n'était pas terrible, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, les États en développement se sont dit, ça, c'est notre revanche. On va négocier, et là, cette fois-ci, les États développés ne vont pas nous avoir. Ils ne vont pas réussir à nous rouler dans la farine, c'est clair. Le deuxième point, qui est assez important, très important parce qu'il a failli à plusieurs reprises faire capoter la négociation, c'est ce qu'on appelle les ressources génétiques marines. Les ressources génétiques marines, c'est des petites choses. Alors, les scientifiques ont expliqué ça 200 fois et je suis toujours aussi nul, je m'en excuse. Je suis sûr que la plupart d'entre vous savent ce que sont les ressources génétiques. C'est un lien avec l'ADN, avec les molécules, etc. Mais alors, quand on parle des ressources génétiques marines, c'est vrai que c'est une ressource qui aujourd'hui est utilisée par certaines entreprises grâce à des moyens techniques que certains pays ont. La France a ses moyens techniques, le Japon, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, mais que les pays en développement n'ont pas. Voilà. Et donc, nous savons qu'il y a des entreprises chimiques, de médicaments ou de fabrication d'aliments qui utilisent des ressources génétiques marines. La plupart du temps, ils les trouvent, ces ressources génétiques, c'est le cas absolu pour la France, dans les zones sous juridiction, c'est-à-dire jusqu'à 200 000 nautiques. Moi, c'est ce que me disaient les entreprises à qui que j'essayais de convaincre d'être un petit peu ouvertes
vis-à-vis des pays en développement sur ces thèmes-là. Et vous savez, monsieur l'ambassadeur, nous, hein, les ressources génétiques marines dont on a besoin, on les trouve chez nous. Chez nous, ça voulait dire dans la mer territoriale et dans notre zone économique exclusive. On ne va pas en haute mer, c'est trop compliqué. Donc, cette question des ressources génétiques marines, qui était très peu connue à l'époque de la négociation de Montego Bay, c'est pour ça que ça ne figure pas dans cette convention, ben, les États en développement se sont dit, c'est génial, on va négocier quelque chose sur l'océan, sur la haute mer, et ben, on va y mettre toute une partie sur les ressources génétiques marines. Et ce que l'on va exiger, c'est que ces ressources génétiques marines soient déclarées patrimoine commun de l'humanité. Alors, patrimoine commun de l'humanité, c'est vraiment beau comme expression. On va passer sur les mélanges que font là aussi les journalistes. J'aime bien les journalistes, l'information, ce n'est pas quelque chose contre, mais c'est vrai que comme c'est eux qu'on entend ou qu'on lit, on se rend compte plus facilement des erreurs qui sont commises. L'UNESCO a une liste de lieux et même de traditions et de coutumes maintenant qui sont patrimoine de l'humanité, selon une convention de l'UNESCO qui prévoit l'établissement d'une telle liste. Ça n'a rien à voir avec le patrimoine commun de l'humanité, absolument rien. Le patrimoine commun de l'humanité, c'est une notion juridique précise qui trouve son expression dans la Convention de Montego Bay sur le droit de l'homme, tout bêtement, et qui est, comment dire, qui est attribuée, cette qualité de patrimoine commun de l'humanité, qui est attribuée à ce qu'on appelle la zone, avec un grand Z, c'est-à-dire le fond des océans et le sous-sol des océans au-delà des 200 000 nautiques ou des 350 000 dans certaines zones. Voilà. Grosso modo, pour être simple, c'est le fond de la haute mer. Un juriste m'insulterait, mais si on veut avoir une image, c'est un peu ça. Alors, ce patrimoine commun de l'humanité, il est dans Montego Bay et il est détaillé. Et il y a plusieurs principes. Par exemple, il y a le principe de l'exploitation en commun de ce patrimoine commun de l'humanité. C'est un peu triste d'ailleurs de constater que dès qu'on parle d'un patrimoine commun, on pense tout de suite à l'exploitation. C'était l'état d'esprit des années 80. Donc, une exploitation en commun, ça veut dire grosso modo, vous avez des bateaux, on va les utiliser, mais vous n'allez pas retirer de l'exploitation des produits de la zone, essentiellement les ressources minérales de la zone, vous n'allez pas retirer la totalité de ce que vous aurez ramené à terre. Il y a une proportion, il y a une partie qui va aller à l'humanité. L'humanité, là, c'est l'ensemble des États partis à la Convention de Montego Bay. Alors, le système est très complexe, mais il a le mérite d'exister. On a créé une organisation internationale pour ça, dans Montego Bay, qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, qui siège, elle n'est pas très connue, d'abord parce que le thème qu'elle traite, à savoir la gestion, la gouvernance des fonds marins, des grands fonds marins, ça ne passionnait pas les fous, ça a changé grâce aux ONG là aussi. Et donc, elle est peu connue, et alors elle a un mérite, un contre-mérite en quelque sorte. Son siège n'est pas à New York, il est à Kingston, en Jamaïque, qui est quand même pas le pays le plus couru pour aller y passer 15 jours de négociations internationales. La Jamaïque, c'est un pays qui est très beau, paraît-il. Moi, j'y suis allé de temps en temps, mais je connais que Kingston, donc je réserverai mon avis. Mais Montego Bay et toutes les belles plages sont situées sur la côte nord. Kingston, c'est sur la côte sud. Voilà. Et c'est un pays plutôt dangereux, donc ce n'est pas forcément très agréable. Je dis ça n'est pas une plaisanterie, parce que ça explique le manque de connaissance du fonctionnement de cette organisation internationale par les ONG, par la presse, par les opinions publiques. Donc, un dispositif sophistiqué
qui a failli entraîner déjà l'échec de la négociation de Montego Bay, puisqu'il a fallu renégocier la partie 11 de Montego Bay qui portait spécifiquement sur ces questions d'utilisation des ressources minérales des grands fonds pour que certains États développés acceptent de signer et de ratifier cette convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc les États en développement se sont dit, eh ben voilà, c'est merveilleux, les richesses minérales, c'est formidable, mais on n'en a pas vu la couleur encore, parce qu'elles ne sont pas exploitées. Il y a des recherches scientifiques qui sont faites. Mais là, les ressources génétiques, elles sont déjà exploitées. Et on va considérer que c'est du patrimoine commun de l'humanité. Et ça va être écrit dans ce traité. Et si c'est écrit dans ce traité, ça veut dire qu'on va toucher une partie des bénéfices. C'est quoi la partie des bénéfices? C'est tout simplement quand des scientifiques vont dans une zone, ramassent un poisson un peu original qu'ils n'avaient pas très connu, vont l'étudier en détail et vont trouver qu'il a dans son ADN, dans les molécules, ils vont découvrir des capacités, quelque chose de très intéressant qui permet de porter remède à certaines maladies ou d'alimenter, c'est à le dire, certains modes de fabrication de notre alimentation. Eh bien, là, c'est plus les scientifiques dans le sens le plus noble qui jouent un rôle, ce sont les entreprises et les cabinets scientifiques de ça. Et l'objectif, une fois que la ressource génétique est utilisée, ben, on en fait des bénéfices, on fait des bénéfices en vendant certains produits. Je me souviens d'une ressource génétique polaire, mais bon, polaire au bord de l'eau, hein, donc c'est dans le pôle sud. Les glaces italiennes, vous savez, qui sont toujours un peu molles. Elles ne fondent pas vraiment, mais elles ne sont pas dures. Ben, c'est parce que, je ne sais plus quelle est la société italienne qui a découvert dans une algue ramassée au pôle sud quelque chose, une molécule qui permettait de ne pas geler. C'est ce qui permettait à l'algue de survivre. Mais alors, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de manger les glaces italiennes. Voilà. Donc, c'est un peu idiot, mais c'est quand même, c'est la réalité. Et donc, avec cette découverte, cette société italienne a fait depuis de très gros bénéfices et je suppose qu'elle continue d'en faire. Et les États en développement, ils voient passer ça allègrement sous le nez. Et ils se disent, mais pourquoi les Italiens, ils ont droit, eux, d'aller trouver une ressource génétique au bord de l'eau, dans le pôle sud, et nous, rien. On n'a pas accès à la connaissance, on n'a pas accès aux travaux, on ne participe pas à des expositions. Bon, vous avouerez que ce n'est pas très normal quand même. On n'arrête pas de dire qu'il faut être, que nous sommes partis à l'humanité dans son ensemble. Bon, être parti à l'humanité dans son ensemble, c'est ça aussi. C'est de prévoir des choses de sorte que tout le monde puisse bénéficier de certaines découvertes. Donc, par opposition, le traité qui traite de la protection de la biodiversité et de son utilisation durable, ce traité vise avant tout à protéger. Est-ce que la recherche scientifique sur des ressources génétiques marines constitue une menace contre la biodiversité marine? À mon avis, non. Parce qu'une sardine suffit à faire des découvertes merveilleuses. Voilà. Et les scientifiques qui sont par nature malins réussissent à recréer la molécule en laboratoire et ensuite ils n'ont plus besoin d'aller pêcher quoi que ce soit. L'autre difficulté, c'est qu'on ne décide pas, on part en mer pour rechercher des ressources génétiques marines. On ramasse certains types de poissons, certains types d'algues dans certaines régions, dans certaines zones, etc. Donc, il y a la volonté des scientifiques d'explorer une zone. Et c'est ensuite, dans le travail en laboratoire, qui peut durer plus de 10 ans, qu'ils découvrent ou qu'ils ne découvrent rien,
Et une fois qu'ils ont découvert quelque chose, c'est à ce moment-là qu'ils ont l'idée de saisir quelques entreprises parce que cette découverte va permettre d'améliorer tel ou tel produit. Donc, vous voyez, il y a quand même là-dedans beaucoup de chance, beaucoup de hasard et beaucoup d'argent dépensé. Parce que les expéditions coûtent très cher, le travail en laboratoire coûte très cher, et on disait que dans 95% des cas, du point de vue économique, ça n'aboutit pas. Ça aboutit scientifiquement, voilà, mais pas économiquement à des bénéfices. Donc c'était un gros débat de savoir s'il fallait mettre cette création d'une sorte de régime juridique des ressources génétiques de la haute mer dans ce traité, malgré tous les efforts de l'Union européenne, des efforts désespérés. La délégation française y a participé comme les autres. On n'y est pas parvenu. On a senti que c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur nos amis des pays en développement, et que si l'on ne mettait pas une partie entière là-dessus, on n'aurait pas de traité. Voilà. Donc, il y a toute une partie sur les ressources génétiques marines maintenant, assez sophistiquée. Et en dehors de ça, dans cette partie-là, on a eu aussi un très gros blocage sur la nature des bénéfices qui pouvaient être partagés. Dans Montego Bay, sur la zone et les ressources minérales de la zone, c'est un pourcentage des bénéfices. C'est assez simple. Enfin, quand on conçoit comme ça n'a pas encore été mis en œuvre. Là c'est un peu plus compliqué. Donc, les pays développés, jouant un petit peu la mauvaise foi, ont mis en avant les intérêts, le partage des connaissances, l'accès à des banques de données. C'est important, mais vous avez des organismes, des ONG, comme TARA, par exemple, que vous connaissez sans doute, qui pratiquent depuis un grand nombre d'années des expéditions scientifiques avec une méthode un peu particulière et novatrice, qui est que quand ils rassemblent des choses, après, c'est ouvert à tout le monde. Et ça existe. Donc, se contenter de ça dans un traité international, c'était vraiment beaucoup de travail pour pas grand-chose, puisque TARA n'a pas eu besoin d'un traité pour mettre ça sur la place publique, et ça fonctionne très bien. Donc, le gros problème, c'était est-ce qu'on est capable de partager les bénéfices monétaires? C'est-à-dire, si Nutella, Nestlé, par exemple, fait des bénéfices grâce à une ressource génétique marine, est-ce qu'on peut obliger Nestlé à donner 5% des bénéfices monétaires qu'ils vont faire pour les mettre dans un fonds attenant à ce traité pour être distribué aux États en développement? Je n'étais pas certain. Les Allemands étaient très opposés, mais c'est la force de la chimie allemande. Les Britanniques étaient très opposés. Je préfère rien dire, mais voilà. En tout cas, ils étaient très opposés. Et les Français étaient plutôt favorables. On avait l'impression que c'était ça qui allait sauver le traité. Et que si on n'acceptait pas ça, si on ne trouvait pas un mécanisme pour donner satisfaction aux États en développement sur ce point, ça ne marcherait pas. On n'aurait pas de traité. Ça a été un peu long. Hein. On a eu des discussions à Bruxelles qui vous font haïr cette jolie capitale et qui vous font haïr non pas l'Union européenne en tant que telle, mais les États qui sont partis comme membres comme nous de l'Union européenne. Voilà. Et puis finalement, on a réussi à faire comprendre que on allait vers l'échec. On a réussi à faire comprendre quelle pouvait être la mentalité des États qui réclamaient ce partage des bénéfices monétaires. Et nos collègues ont finalement accepté. Donc, vous retrouvez dans le texte le principe du partage des bénéfices monétaires, de l'exploitation des ressources génétiques marines de la haute mer, avec pour la COP,
puisque ce sera une COP qui existera, réunion des États parties, le point de mettre en place précisément le régime. Voilà. Ça va prendre quelques temps. Ça, c'est important parce que ça permet de se rendre compte qu'au fond, ce traité a été considéré très vite comme une espèce de voiture balai du Tour de France. Il restait des thèmes qui n'étaient pas traités, qui étaient mal traités. Ben, on les mettait dans le futur traité, et puis comme ça, la gouvernance allait être bonne. Je voudrais vous parler des outils de protection. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, que vous devez déjà être fatigué de mon timbre de voix, je voudrais vous parler plus spécifiquement des aires marines protégées en haute mer. Alors, les aires marines protégées, vous savez ce que c'est. De toute façon, il n'y avait pas de définition internationale. Donc, c'est une aire qui est marine dans laquelle il y a une protection. Voilà. La palisse n'aurait pas dit mieux, mais on n'avait pas trouvé mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que le traité n'a pas trouvé mieux, mais il a le courage au moins de l'écrire. Qu'une aire marine protégée, c'est un espace maritime qui connaît une protection organisée. Donc, il n'y avait pas de définition internationale des aires marines protégées, tout simplement parce que chaque État y est allé de son inventivité. La France comme les autres, d'ailleurs. Vous avez les parcs marins, vous avez je ne sais trop quoi, enfin, tout est différent. Vous ne savez pas quel est le niveau de protection. Et jusqu'à présent, cette question n'était pas au devant du dialogue entre les ONG environnementalistes et les États. Les ONG l'ont mise maintenant, cette question, sur le devant de la scène en disant arrêtez de nous fasciner avec j'ai créé la plus grande aire marine protégée autour d'Hawaï ou autour des Galapagos. Montrez-nous la gestion, le document de gestion de cette aire marine pour qu'on vous dise si ça vaut la peine, si vous allez être efficace ou si c'est simplement un effet d'annonce. Et c'est vrai que la plupart du temps, il s'agit d'effets d'annonce plus que d'autres choses, il faut le reconnaître. Alors, donc l'idée, c'était de sauter dans l'inconnu. Si vous aviez interrogé tous les juristes il y a encore 4-5 ans, ils vous auraient dit une aire marine protégée en haute mer. Mais ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Comment on va la créer, qui va la créer et qui va respecter ou être astreint à respecter les règles de gestion. Or, il existe au moins deux, j'en ai deux en tête, il y en a peut-être d'autres, mais bon, il existe deux organisations internationales plus anciennes qui ont déjà cette compétence. Il s'agit d'OSPAR, qui est une organisation de gestion, de gouvernement, de gestion de l'Atlantique Nord. Et la France est partie à cette organisation. Et OSPAR, le travail essentiel d'OSPAR, c'est de créer des aires marines protégées dans cette zone-là. Alors évidemment, c'est dans le cadre de ce traité, c'est-à-dire que ne sont astreints à respecter la réglementation des aires marines qui sont créées par OSPAR que les États d'OSPAR. Et je me souviens aussi d'un délégué argentin qui me disait OSPAR, c'est cette organisation d'États occidentaux qui se sont donné le droit de s'accaparer des zones de haute mer. Et oui, c'était en quelque sorte donner le droit de s'accaparer, entre guillemets, des zones de haute mer pour bien les gérer, pour bien protéger la biodiversité de ces zones-là, mais on n'obligeait personne d'autre que ceux qui ont signé le traité d'OSPAR, on n'obligeait personne à respecter ça. C'est simplement pour vous montrer la défiance qui existait dans de très nombreuses délégations sur les aires marines protégées, alors que nous, ça nous semble être la panacée. Bon, ben, ce n'est pas partout pareil dans le monde et il y a encore des États qui sont très réticents. Donc, créer des aires marines protégées en haute mer, ça paraissait surprenant, étonnant, effrayant, angoissant. Et pourtant, c'est ce que prévoit ce texte, c'est ce que prévoit ce traité. C'est-à-dire qu'au fond,
La COP, c'est le rassemblement des États parties, selon certaines modalités, va pouvoir créer des aires marines protégées qui seront situées en haute mer et donc créer un dispositif de protection selon toute une procédure assez complexe. Il est prévu que l'initiative de création ne peut venir que des États, pas des ONG, mais on sait que certains États ont l'oreille sensible aux propositions des ONG, donc finalement, ça n'a pas grande importance, mais ça rappelle surtout, et pour moi c'est quelque chose de très important, que c'est l'État qui est le sujet du droit international, avant tout. Donc, on va pouvoir créer des aires marines protégées. Alors, la France a déjà deux idées qui me semblent vraiment très intéressantes. Il y en a une dans le Pacifique, près de la côte du Costa Rica, enfin près de la côte du Costa Rica, à 200 km au large de la côte du Costa Rica. C'est une espèce de zone très particulière où, à un moment de l'année, il y a des eaux froides qui remontent, un courant froid qui remonte, et qui fait que le niveau de la mer augmente de 1 ou 2 mètres dans cette zone-là. Et comme tout courant froid, il apporte avec lui énormément de poissons, de petites bestioles là, qui font le régal de toute une série d'animaux, y compris des cétacés. Voilà. Et selon la période de l'année, quand ce courant est fort, ben, le dôme est fort, et important et large. Quand le courant n'est pas très fort, ben, le dôme est petit et réduit. Donc, c'est intéressant parce que si jamais on décidait de créer une aire marine protégée autour de ce dôme, ce qui, à mon sens, et c'est personnel, se justifie pleinement, il faut inventer, il faut aller à fond dans le concept et avoir un concept d'aire marine protégée qui gonfle, qui dégonfle, qui gonfle, qui dégonfle. Ça n'existe pas encore. Et on a le droit d'être inventif, on a le droit d'imaginer ce qui est le plus utile pour la protection de la biodiversité. Et finalement, le moins gênant pour les activités humaines, parce que ce n'est pas la peine de créer une grande aire marine protégée si la moitié de l'année, vous pouvez la réduire au tiers. L'autre, c'est dans la zone de la mer des Sargasses, le fameux triangle des Bermudes, la mer des Sargasses qui nous préoccupe beaucoup en rejetant tous ces sont des algues ou des plantes mortes vers les îles Caraïbes. Et donc, ce serait de créer une aire marine protégée en haute mer dans cette zone-là, ce qui serait très intéressant. Mais on peut aussi penser à des aires marines protégées qui se déplacent. Il y a pas mal de poissons qui migrent entre le nord et le sud dans l'océan, et des cétacés aussi. Si vous voulez protéger une espèce, si vous voulez protéger un type de baleine ou de cétacé, vous n'êtes pas obligé de faire une longue bande de protection qui va aller carrément du Canada jusqu'à Ushuaïa. Vous pouvez très bien faire que cette aire marine protégée suive la migration des baleines sur des bases scientifiques, évidemment, et donc protège vraiment, mais n'aille pas embêter ceux qui travaillent dans cette zone à des moments où il n'y a pas un seul cétacé. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'en a pas fini de discuter de la gouvernance. Il faut avoir des idées, il faut avoir l'esprit ouvert. C'est pas la qualité la plus fréquente des délégations des Nations Unies, ça. Et il faut écouter les scientifiques qui nous expliquent très bien ce qu'il convient de protéger et contre quoi on doit protéger ces choses. Bon, il y a deux autres parties sur lesquelles je passe très très vite dans ce traité. Donc, je vous ai dit les ressources génétiques marines, je vous ai parlé des outils de protection essentiellement des aires marines protégées, et je dis juste un mot de renforcement des capacités. C'est pour changer l'état du monde après l'échec de la partie aide à la coopération de Montego Bay. Donc, il y a une partie qui n'est pas très importante au point de vue nombre d'articles,
ce sont des articles qui sont horribles à lire. Si vous avez des insomnies, je vous les conseille. Ça, au bout de 2 minutes ou 3 minutes, vous dormirez du sommeil du juste en plus, parce que c'est bien, c'est la coopération internationale. Voilà. Mais ce n'est pas terriblement intéressant. Et ça marque simplement la défiance des États en développement par rapport aux États développés. Et ça, c'est un peu préoccupant. De vouloir tout écrire, de vouloir tout imaginer pour que nous ne puissions pas ensuite, nous, États développés, renier notre parole et ne pas faire ce que nous avions convenu de faire du moment que ça n'est pas écrit. Voilà. Je vous laisse juge du bien fondé de cette position des États en développement. En tout cas, le résultat, c'est qu'on a des articles qui n'en finissent pas, qui sont vraiment assez impossibles à lire et à mémoriser, et que je souhaite beaucoup de courage à mes futurs collègues qui participeront aux réunions annuelles ou biannuelles, je ne sais pas, de cette COP, de ce traité. Il y a un aspect qui est nouveau, c'est la question du financement de l'aide au développement. Et là, on a mixé un petit peu plusieurs choses pour créer un fonds dans lequel on va placer un certain nombre de choses. Je dis 2 mots du financement. C'est pas une organisation internationale, mais c'est quand même un dispositif, cette COP-là, qui va coûter extrêmement cher dans son fonctionnement. Donc, je ne sais pas quelle sera l'attitude de notre ministère des Finances quand ils verront la note, mais ça risque d'être réjouissant. Et on verra pourquoi ça va être si cher. Mais bon, il va bien falloir payer. Et d'un autre côté, un fonds est créé qui va, dans lequel les États vont dans un premier temps mettre 50% du montant de tout ce qu'ils auront mis déjà pour le fonctionnement de l'organisation. Le fonctionnement de l'organisation, comme c'est une organisation sous le sigle Nations Unies, ça va être probablement la même répartition que pour le budget des Nations Unies. Ça veut dire que nous, on va avoir une sympathique partie à payer, surtout si les Américains ne viennent pas. N'oublions jamais ça. Bon, eh ben, il va falloir encore plus payer, ce sera 50% de plus, qui vont servir en attendant que des entreprises fassent des bénéfices sur l'utilisation des ressources génétiques marines en haute mer et acceptent de verser une petite partie de leurs bénéfices à ce fonds. C'est également un fonds qui va servir donc à mener des opérations de coopération, de formation, de partage des données, de participation de scientifiques d'États en développement à des opérations de recherche en mer. Voilà, en fait, tout ce type d'opération va être mis en place. Et puis, il y a un partenaire international, le GEF, qui est la Global, je sais plus pourquoi, Global Environment Facility. Voilà, c'est une facilité internationale qui aura par rapport à ce traité, qui aura pour rôle d'abonder un petit peu ce fonds pour rendre très vite, dès le départ, les coopérations possibles. Donc voilà, dernière partie de ce traité, ce sont les évaluations d'impact environnemental. C'est à la fois neuf et désuet, déjà connu. En tout cas, les entreprises connaissent très bien ce dispositif d'évaluation d'impact environnemental. La philosophie, c'est que quand vous vous lancez dans une opération économique, dans une nouvelle activité économique, avant de vous lancer dans ça, vous devez essayer de savoir si vous allez faire des bénéfices ou pas, mais surtout, vous devez indiquer si cette activité va porter préjudice à l'environnement et à quel niveau, si elle porte préjudice à l'environnement, et vous devez envisager les moyens de réparer au fur et à mesure ou à la fin cela. En mer, c'est pareil, et donc les entreprises qui vont vouloir se lancer dans des activités économiques en haute mer vont devoir, au travers de l'État dont elles ont la nationalité ou dont l'État qui parraine en quelque sorte leur exploitation,
vont devoir se poser la question de savoir quelles conséquences sur la biodiversité en haute mer. Si on est dans une conséquence moindre, en tout cas transitoire et de petit impact, l'État qui parraine l'activité pourra décider de ne pas mener d'évaluation d'impact environnemental. Il aura fait ce qu'on appelle un screening et il en aura conclu cela. Si cette activité est susceptible de créer un dommage sérieux à l'environnement, à ce moment-là, il faudra qu'il aille plus loin. Il faudra qu'il aille plus loin et qu'il fasse une véritable évaluation d'impact environnemental. Tout est indiqué, toutes les étapes sont indiquées dans le traité, je vous en fais grâce. Et ensuite, décider, c'est lui qui décidera, si l'activité peut être menée telle qu'elle a été présentée, si elle doit être menée en la réduisant ou en mettant en place des garde-fous pour diminuer l'impact environnemental, ou l'interdire. Voilà. Bon, c'est délicat, on verra comment ça fonctionnera. Là, le débat existait entre un grand nombre d'États. Nous étions de ceux-là qui souhaitaient quand même qu'il y ait une espèce d'internationalisation de la réflexion là-dessus. Et pas laisser ça à un seul État. Suivez mon regard, il y a des États, on peut espérer que dans l'Union européenne, les résultats seront honnêtes, mais ailleurs dans le monde, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut qu'il y ait un petit contrôle, qui est un contrôle simplement de prise de connaissance. Ce n'est pas un contrôle qui aboutit à une autorisation ou une interdiction. Donc, le comité scientifique et technique sera saisi, il pourra étudier tout ça, il pourra poser des questions, il pourra même faire quelques remontrances, la COP sera saisie également, et tout ça aboutira dans le meilleur des mondes possibles, qui est bien le monde de la communauté internationale que nous connaissons. Voilà. Difficile d'aller au-delà, aucun État développé, la France pas plus que les autres, ne souhaitait complètement internationaliser ce procédé. Tout simplement parce que nous estimions que ça allait à l'encontre des libertés qui sont dans Montego Bay. Liberté de navigation, en haute mer, liberté de recherche scientifique en haute mer, etc. Alors, il y a déjà des coups de canif sérieux qui sont apportés à ces libertés à l'intérieur de ce traité. Il y en aura encore plus. On verra des aires marines protégées. Si vous avez une voie montante et descendante de pétroliers à l'intérieur de l'aire marine protégée, il y aura probablement des changements. Mais bon, vous ne voulez pas aller trop loin. Donc voilà, on en reste là. Le contrôle par le comité scientifique et technique et par la COP devrait suffire, au moins, pour faire honte à l'État qui ne fera pas bien son boulot et qui osera présenter ou communiquer une évaluation d'impact environnemental qui laisse manifestement une atteinte trop lourde à l'environnement. Voilà. On compte sur la réaction des opinions publiques, complètement. Voilà, montrez du doigt. Oui, juste un mot encore pour prévenir, voilà, peut-être qu'il y aura des questions. Ce matin-là, c'est un grand traité. Et je ne plaisante pas, je vous assure, c'est un grand traité. On est fiers de l'avoir négocié, on est fiers de l'avoir obtenu, parce que c'est un traité complexe, mais qui, s'il est appliqué correctement, sera le moyen de protéger sérieusement l'environnement marin et surtout aussi, j'insiste là-dessus, son utilisation durable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un aquarium. Les activités économiques vont se poursuivre. C'est un grand traité également parce que, alors qu'on pensait qu'il allait se casser la figure à cause d'une espèce de bombe qui avait été mise sous le tapis de la négociation par certains États, le not undermine, c'est-à-dire que rien dans ce traité ne doit porter préjudice aux compétences des organisations internationales qui existent déjà en mer. Donc c'est délicat, parce que vous avez l'OMI pour la navigation, vous avez les ORGP dont on a dit un mot sur la pêche,
vous avez l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins. Bon, il ne reste plus grand-chose, après tout, hein, comme utilisation de la biodiversité. Et la façon dont les choses sont rédigées, on voit qu'on s'oriente vers une obligation, en quelque sorte, morale et politique, de collaboration entre la COP de ce traité, de ce futur traité, et les organisations internationales qui existent déjà. Et on fait le pari que les États vont réussir à mettre de l'ordre dans les instructions données à leur propre délégation dans la COP, et puis dans des organisations plus techniques comme les organisations de pêche, l'Organisation maritime internationale. Voilà. Il y a une COP, il y a un secrétariat qui va avoir un boulot monstre. On ne sait pas où il va siéger encore, c'est une décision que la COP prendra. Il y a 2 candidats, la Belgique avec Bruxelles et le Chili avec Santiago. Non, peut-être pas Santiago, peut-être le Chili en tout cas. Voilà. Et puis, il y a aussi un comité scientifique et technique très présent sur toute une série de thèmes. Le seul problème que je vois, c'est qu'on est dans le milieu onusien. Et quand vous créez un comité dans le milieu onusien, il faut qu'il y ait une équitable, je crois que c'est le mot équitable que j'utilise, pas égal, une équitable répartition par genre, une équitable répartition par zone géographique dans le monde. À part ça, tous ceux qui auront été choisis doivent avoir une compétence tout à fait adaptée à ce sur quoi ils vont travailler. Voilà. Donc, généralement, on arrive à des comités pléthoriques. Donc, vous avez à peu près 20% des gens qui travaillent sérieusement et tous les autres qui sont là pour le voyage, pour les per diem, etc. C'est très pernicieux comme mécanisme, ça, mais on n'a pas trouvé mieux pour les Nations Unies. Voilà. Donc ça va faire beaucoup d'argent, ça va coûter très cher, ça ne va pas être beaucoup plus efficace pour autant. Et vous avez aussi 2 ou 3 autres comités qui ont été créés sur le même modèle, donc c'est très inquiétant. Ce qu'on appelle un compliance committee. Et puis, à mon avis, ils vont être obligés également de créer plus tard un comité budgétaire. Parce que ça paraît important parce que pour surveiller un petit peu la façon dont les dépenses vont être faites. Voilà, je suis désolé, c'est parti un peu dans tous les sens. Je préférerais faire ça sous la forme d'une causerie. Ça m'a rassuré et j'espère que ça ne vous aura pas déplu. Merci, M. Robert, pour cette présentation. Pour rester encore 10-15 minutes ensemble au maximum, si vous avez des questions dans la salle, et peut-être juste vous présenter, ça, on va le dire. Au Paris 1973. Service public. Vous avez fait quoi après? Je suis ministérien. Ah, ministérien. Ce qui explique mon intérêt pour la mer. D'accord. Je suis ambassadeur, je suis impressionné par le temps qu'il a fallu et le courage qu'il a fallu pour aboutir à un traité. Peut-être que le monde public se dit, oui, tout le monde doit être d'accord sur l'objectif, mais nous avons montré les tensions et les ambiguïtés entre les objectifs de chacun. Et je voudrais en particulier revenir sur le lien entre ce traité et l'aide au développement. Alors, d'un côté, bien sûr, il faut protéger, mais il y en a aussi qui va bien qu'on l'exploite et qu'ils en touchent les bénéfices en termes de ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion, dans le cadre de cette négociation, d'aller jusqu'à fixer ou entrevoir les règles de répartition? Ce fameux fonds pourrait recevoir une partie des bénéfices de l'exploitation, etc., etc. Ce que je crains, c'est que l'égoïsme puisse se conduire à ce que c'est vrai que ce soit impossible à mettre en place. Si on va chercher des données mécaniques au fin fond de l'Atlantique, il y aura probablement des États riverains qui vont bien passer à nous. Et puis, le développement en Asie. Donc, est-ce qu'on est allé jusque-là? On peut peut-être en prendre 2-3. Ça, c'est. Parce que j'ai la maison.
Alors, on a la partition. Super intéressant, c'était Julia. est-ce qu'il y a des pays qui pourraient quels sont les pays qui pourraient ne pas signer ce traité, et pour certains d'entre eux, est-ce que ça aurait des répercussions importantes sur l'application, la mise en œuvre? Alors, un officier là-bas. Un très grand merci, monsieur l'ambassadeur. J'ai découvert une gouvernance que j'ignorais totalement. Je trouve ça extrêmement passionnant de voir qu'il y a une volonté commune, semble-t-il, d'organiser un peu les choses. On va revenir un peu sur la question qui vient de poser sur les pays, et sans trahir de secret qui ne sortent pas cette salle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la volonté des États-Unis et de la Chine dans cette organisation mondiale de l'océan? Merci. La dernière, allez, présentez-vous, vous allez savoir plein de choses. Là, tout à l'heure, vous avez répondu à la quiz. Vous inquiétez pas, j'ai juste la... C'est vous la nouvelle responsable du comité budgétaire? Je m'en présente. Nadia Decker, en fait, je suis une ancienne collègue de M. l'ambassadeur Segura et je travaille pour l'instant pour la Commission européenne. Et j'ai deux questions, donc une qui est liée aussi à cette Julia sur les pays. Parce qu'effectivement, cette obligation de loyauté, entre guillemets, ou de mettre de l'ordre dans les délégations et de ne pas undermine dans d'autres forums ce qui aurait été décidé, ça fonctionne que si on a une majorité d'États qui signe. Je ne sais pas si vous avez un peu une idée là-dessus du risque d'avoir des pays qui, au final, ne signent pas. Et la deuxième question, sur les études d'impact, j'avais le souvenir pendant les négociations qu'il y avait une ouverture sur cette possibilité pour certains États de dire nous, on ne peut pas faire d'études d'impact. On n'a pas le process. Et donc, du coup, il faudrait que ça soit internationalisé. Est-ce que ce truc-là est resté quelque part dans le texte ou est-ce que ça a été complètement mis de côté? On a 5 questions. J'ai toutes notées. Bon, on va essayer d'en réduire certaines. Alors, sur la répartition, le texte est vraiment très précis. Hein. Il y a quand même... il fait quand même 55 pages, c'est écrit. Et donc, il est très précis et on a un mécanisme de transparence qui revient à chaque épisode. Et donc, je pense que grâce à ce mécanisme de transparence, grâce à la communication que fera le secrétariat de ce qui est contenu dans ce mécanisme de transparence, qui est une espèce de plateforme Internet probablement, avec des propositions de coopération, des propositions d'études communes, avec des informations sur la création d'aires marines protégées, même nationales, etc. On va créer un état d'esprit d'échange qui pourrait donner des résultats positifs. Donc, cette répartition des bénéfices, par exemple, elle va trouver sa traduction écrite et transparente dans ce dispositif, sur cette plateforme. Et très rapidement, on pourra voir quels sont les bons acteurs et quels sont les acteurs que l'on aimerait avoir et que l'on ne voit pas. Voilà. Donc, maintenant, le reste, ce ne peut être que supposition ou espoir. Voilà. Quels sont les États qui pourraient signer? J'espère que tous peuvent signer, puisqu'ils se ont déclaré que le texte, ça allait. Bon, j'ai quelques doutes quand même. J'ai des doutes sur la Russie, par exemple, qui n'est pas dans un état d'esprit international aujourd'hui qui la pousserait à signer rapidement un accord issu d'une négociation venant de l'ONU, mais par la suite, pourquoi pas? Après tout, les Russes ont des intérêts maritimes très clairs. Les États-Unis, je dirais que ça dépend des prochaines élections. Voilà. Parce qu'on a senti dans la négociation un changement entre la présidence Trump et la présidence Biden. Les États-Unis se sont montrés meilleurs joueurs. Ils n'ont jamais été mauvais joueurs dans cette négociation. Mais ce que me disait mon collègue américain à l'époque, quand
au début de la présidence Trump, c'était la politique de l'autruche pour la délégation américaine. On ne parle pas de cette négociation. Le président ne s'est pas encore rendu compte qu'elle existait. Espérons que ça va durer jusqu'à la fin de son mandat, ce qui a été le cas. Voilà, donc les États-Unis n'ont pas fait de proposition, mais ils ne se sont pas opposés. Voilà, ils ont été très discrets. En revanche, depuis la présidence Biden, ils sont beaucoup plus présents. Puissance, leur capacité de réflexion et de création d'initiatives, etc., joue à plein. Et ils ont été très utiles dans les derniers moments de la négociation pour la faire avancer, pour la faire aboutir. Donc, ça dépendra des prochaines élections. Et j'ai vu qu'ils n'ont pas signé une convention des États-Unis. Oui, c'est Montego Bay. Et vous pouvez nous rappeler pour quelle raison? Bon, c'est un loup contentieux entre le Sénat américain et tout ce qui vient des Nations Unies. Voilà. Et alors, on avait eu beaucoup d'espoir avec la présidence Obama, et puis ça a fait pchit, disait l'autre, et donc ça n'a pas marché. Bon, voilà, mais les Américains sont quand même très particuliers. S'ils n'existaient pas, il aurait fallu les inventer, parce que sur Montego Bay, par exemple, ils sont les premiers à donner des bons points, comme à l'école, sur le respect des règles de Montego Bay. Et ils réunissent quelques États qu'ils aiment bien, dont la France, tous les ans, pour dire, bon, bah alors, est-ce que la Chine, par exemple, qu'est-ce que vous estimez, que pensez-vous de son attitude? Nous, on va se plaindre, le Vietnam, vous vous rendez compte, la paix, etc., etc. Alors, c'est un peu fort de café quand on pense qu'ils n'ont pas signé la convention et qu'ils organisent une espèce de petit forum pour donner des bons points ou des mauvais points à ceux qui la respectent. Il y avait une question sur la Chine. Oui, sur l'attitude des Chinois. L'attitude des Chinois, je sais pas, la Chine, on parle toujours du dragon, mais là, c'est plutôt le serpent, parce qu'on a du mal à saisir un peu vers quoi ils vont. Les Chinois ne se sont jamais opposés à la négociation d'un traité. Ils ont toujours dit que quand même, il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient, c'était peut-être pas la peine d'en rajouter tant, mais ils ont été pris très vite dans la nécessité politique dans laquelle ils se trouvent de soutenir les propositions du groupe des 77, donc des États en développement. Alors, les États en développement, dans cette négociation, ils sont très importants, évidemment, de par leur nombre, mais également de par leur volonté politique dans certaines régions du monde. Vous avez, par exemple, dans la région Pacifique, tout cet ensemble de petites îles en développement, là, qui constituent un groupe en tant que tel aux Nations Unies, qui s'est montré très actif, très efficace, jouant d'ailleurs sans a priori politique entre les développés et les non développés. Donc, on avait des dialogues extrêmement fructueux avec eux. Et donc, les Chinois, dans tout ça, ils étaient quand même obligés d'aller dans le sens des États en développement. Sauf, par exemple, sur un thème où ils ont traîné un peu la patte, je veux dire, les ressources génétiques marines. On ne peut pas dire qu'ils étaient totalement enthousiastes à l'idée de partager les bénéfices monétaires. Voilà. Je vous laisse réfléchir et avoir votre propre opinion là-dessus. Il y avait deux autres questions sur l'obligation de loyauté et sur un process international sur ces études d'impact. Oui, alors pour les études d'impact, il y a effectivement un article, comme vous le soulignez, hein, qui prévoit que pour les États qui ne sont pas capables, qui n'ont pas la technicité pour mener à bien une étude d'impact, ils peuvent le dire à la COP, et ensuite il y a une espèce de petit comité qui est créé ad hoc et qui va les aider ponctuellement donc à faire une étude d'impact. Voilà. Mais donc c'est un processus assez international puisque ça passe par la COP. Hein. Et c'est à l'intérieur de la COP que le comité va être créé. Et l'autre question, c'était sur l'obligation de loyauté. L'obligation de la loyauté, c'est un des grands principes du droit international quand on négocie un traité. On le négocie de bonne foi et on est ensuite loyal dans son application. Ensuite, voilà. Marie-Christine qui nous a rejoint, et puis je remercie officiellement Marie-Christine qui nous a permis de convier monsieur l'ambassadeur. J'ai juste une petite question. En fait, le président Macron s'est engagé en fait, à interdire l'exploitation en fait, dans les fonds marins et souhaite motiver d'autres pays pour le suivre. Il a annoncé tout ça à la conférence des Nations Unies en octobre 2025.
vous avez vous pensez que c'est jouable, qu'est-ce que ce processus peut entraîner de positif, voire de négatif, parmi certains pays qui voudront quand même exploiter. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qu'on peut examiner. Moi, j'étais personnellement pour un moratoire et pas pour une interdiction. Alors, ça, c'est la première question. C'est les dernières, je propose. Allez-y. Est-ce que l'Ifremer a été associé, ne serait-ce qu'au moment de la définition de nos positions? Ok. Ifremer. Allons-y. Partie à la consultation également. Moi, j'en ai une dernière. Qui va vous remplacer? Qui m'a remplacé? Qui vous a remplacé? Oui, oui. Bon, je vais répondre à ça là déjà. Je n'ai pas eu de remplaçant, mais ça, c'est les pratiques de l'administration, hein, que vous connaissez, parce que mon remplaçant est arrivé avant que je parte. Enfin, celui qui aurait pu être mon remplaçant est arrivé avant que je parte. Il y a un ambassadeur qui a été nommé chargé des pôles et des enjeux maritimes. Et donc, à ce moment-là, pour les questions maritimes, ça devenait un peu inconfortable, surtout pour moi qui partais à la retraite quelques mois après. Voilà, donc je suppose, mais je ne peux pas dire que les relations soient fraternelles. Et donc, je ne sais pas s'ils considèrent m'avoir succédé, sans doute pas, parce que bien au-dessus de ça. Voilà. Alors, la question, c'était… Il y avait une question… Ifremer. Oui, ben ça va me permettre de répondre également pour les collectivités d'outre-mer. La façon dont on organisait la délégation, c'est un système normal, hein. C'est-à-dire que l'on a des réunions régulières à Paris avant d'aller à Bruxelles, puis d'aller à New York, où l'on réunissait. C'est normalement le Quai d'Orsay qui mène la délégation, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères. Et au sein du Quai d'Orsay, c'est une délégation qui est menée par la direction des affaires juridiques. Voilà. Moi, je venais là comme autorité bienveillante et le titre d'ambassadeur qui sert toujours à l'international. Voilà. Mais faisaient partie de la délégation souvent des gens du Ifremer, des gens du secrétariat général de la mer, du ministère des armées ou de la défense, de la marine nationale. Alors certains ne pouvaient pas venir tout le temps, mais participer à l'élaboration des instructions et au debriefing après. Les collectivités d'outre-mer, c'est plus compliqué parce qu'elles n'ont pas toutes une compétence maritime. Donc, celles qui sont départements, on a considéré qu'elles n'avaient pas plus de raison d'être dans la délégation que le Finistère, par exemple. Voilà. Mais en revanche, les autres, comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, essentiellement ces deux-là, qui ont vraiment une politique maritime, ont considéré qu'il fallait établir une collaboration directe avec elles, ce que nous avons fait. Je me souviens de déplacements de représentants plutôt de la Polynésie d'ailleurs. Bon, voilà. Je crois que pour nos amis polynésiens, dès qu'ils ont compris que le traité n'allait pas traiter des questions de pêche directement, ça les a moins intéressés. Voilà. Quant à la Nouvelle-Calédonie, ils avaient d'autres préoccupations plus internes sur leur avenir. Et alors, pour la question de Marie-Christine. Marie-Christine, c'était… Ah oui, Macron et les grands fonds marins, c'est ça. Tout un roman. Vous avez 2 minutes. Bon, bah, écoutez, le président a dit, à mon avis, il s'est trompé de forum. En plus, en tout cas, le président n'a pas été bien conseillé quant au forum, puisqu'il a parlé de ça au forum en Arabie Saoudite, je crois, au Qatar, je ne sais plus trop. Enfin, en tout cas, c'était une réunion sur la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et je ne sais pas, mais je n'ai pas encore trouvé de lien entre l'exploitation des grands fonds marins et le changement climatique. Voilà. Donc déjà, c'est embêtant de se tromper de fond, parce que les gens que vous avez en face ne sont pas forcément les mieux informés des conséquences de votre déclaration, qui était importante, qui a perturbé beaucoup de monde, en interne et international. Et je connais quelques collègues qui sont directement sur cette question, qui vont vraiment depuis pour rattraper. Rattraper quoi? Je peux le dire maintenant parce que je ne risque plus rien. Mais
rattraper une crédibilité sur certaines questions à l'international. Vous imaginez bien que le secrétaire général de l'autorité internationale des fonds marins a pris cette déclaration comme une gifle. Voilà. Or, c'est une organisation internationale du système des Nations Unies. Nous avons signé la convention qui crée cette organisation internationale et nous sommes un État très actif au sein de l'AIFM. Donc, ça pose un problème de positionnement. Et quand un État annonce comme ça quelque chose d'important et qui va complètement à l'encontre de sa position antérieure, les autres États autour ont moins d'intérêt à nous suivre dans d'autres positions, et donc c'est un peu dommage. Maintenant, sur le fond, si j'ose dire, et je m'arrêterai là, sur le fond, aujourd'hui, on est en train de revenir petit à petit à la position du moratoire, parce que j'ai lu une déclaration du commissaire européen à la mer, à l'environnement, à la pêche, ce pauvre lituanien, et c'est Sinkevicius, hein, c'est ça. Il a dit dans une interview au Marin, je crois, nous soutenons pleinement la position exprimée par le président Macron. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe au moment où nous, on est en train d'essayer de faire comprendre que oui, quand on dit interdiction, c'est dans l'avenir, mais que pour interdire, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Et pour savoir de quoi on parle, il faut explorer. Et c'est pour ça que quelques jours après, le président a indiqué qu'il y avait une enveloppe qui était débloquée pour la recherche scientifique marine, en particulier pour l'IFREMER, qui est chargée vraiment au nom de l'État de faire des recherches sur les grands fonds marins. Et l'IFREMER est excellent là-dessus, une réputation internationale formidable qui nous est indispensable. Donc je pense que petit à petit, les choses vont se passer. Il faut faire confiance dans comment dire, une espèce de lenteur traditionnelle des organisations internationales quand elles le veulent, pour faire oublier une position très radicale qui reviendra peut-être à un moment plus opportun, mais quand on aura des résultats scientifiques qui permettent de dire effectivement aujourd'hui, si on tente d'exploiter, on détruit la biodiversité. Voilà. Ce ne sera peut-être pas le cas dans 20 ans. Pas avoir d'espoir, hein. Encore une fois, il y a 30 ans, les scientifiques, c'était tout noir, c'est trop froid, trop de pression, il n'y a pas de vie. Voilà. J'ai l'espoir. Dernière question, peut-être la signature, vous la prévoyez quand? Moi, je prévois rien, vous savez. Non, la signature, le traité est en train d'être traduit dans les 6 langues des Nations Unies par des traducteurs un peu spécialisés en matière de droit, évidemment, heureusement. Une fois que cette traduction sera intervenue, les négociateurs seront reconvoqués à New York pour voter, en quelque sorte, sur ce texte traduit. On verra là si le consensus existe toujours ou s'il n'existe plus. J'ai quelques doutes sur le fait qu'il existe. Mais encore une fois, ça n'a pas de conséquences. C'est pas grave. Si tout le monde n'est pas d'accord avec le texte, c'est pas dramatique. Du moment que les pays en développement sont plutôt satisfaits et du moment qu'on a avec nous, avec l'Union européenne, on a des États développés du genre Japon, Corée, qui sont des grands acteurs maritimes, qui étaient terrorisés dans la négociation en voyant les possibilités de création d'empêchement à leurs activités économiques. Donc, voilà, la porte est ouverte. Et puis, les Américains, eux, ils auront quand même, à la différence de Montego Bay, où il n'y a pas de COP, comme ça, les Américains auront quand même un intérêt à participer assez rapidement, je trouve, à ce dispositif, parce que la COP a, dans les premières années, des fonctions de création de procédures, d'organismes même, et c'est très mauvais quand on n'est pas parmi les premiers à ratifier, de ne pas être dans les premières COP. Et on y perd beaucoup. C'est pour ça qu'on a ratifié très tardivement, trop tardivement avant vous, la convention sur les épaves, sur le patrimoine archéologique subaquatique. Merci 1000 fois, monsieur l'ambassadeur. Je pense qu'on peut vous applaudir.
Vous avez consacré une autre partie de votre diplomatique et c'est très important. On espère que vous pourrez assister à la signature, pourquoi pas. En tout cas, on a compris qu'il y avait des jobs à prendre sur le plan budgétaire, etc. Ah oui, oui. Alors, en plus, aujourd'hui, c'est la journée du marin. C'est la date parfaite pour organiser. Ah, c'est le marin. Et donc, merci à tous d'être venus. On reste en contact. Je vous écris et dès qu'on a des événements intéressants, on vous les transmet. Si vous avez des idées, si vous voulez venir nous aider dans le cadre du bureau des Sciences Po de la Mer, si vous avez des idées d'événements, surtout écrivez-nous. Vous nous trouvez sur le site d'Alumni. Mais en tout cas, merci. On est une petite trentaine. C'était déjà pas si mal pour traiter. Pour juste par les questions. Voilà. Et donc, à bientôt et passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, monsieur Lambert. Enregistré, ce sera en replay. Comme ça